Donc, les langues n'étaient pas en fait fermées. Il y avait une certaine ouverture qui facilitait l'emprunt d'une langue à une autre. Et l'exemple que je peux donner est que quand on a eu les premiers contacts avec les Ashantis et que voilà, ils ont été les premiers à trouver le mot pour la lumière qui est Kania. Donc, ce que nous, les Dagara, avions fait, on a emprunté sans gêne le mot Kania des Ashantis et on l'a ajouté dans notre répertoire. Donc, quand on a rencontré, par exemple, les Anglais qui ont amené le seau dans notre localité, on n'a pas été fermé, on a emprunté le mot Boki et c'est devenu en fait un mot Dagara. Donc, on avait des communautés linguistiques beaucoup plus ouvertes qui s'enrichissaient des autres langues et on arrivait vraiment à faire ces médiations. Maintenant, la question linguistique a été une question politique et religieuse dans nos contacts avec les civilisations occidentales. Donc, quand on prend côté religieux, quand par exemple les musulmans sont venus, ils sont venus avec un code linguistique et culturel spécifique qui demande par exemple que le message de l'islam soit livré dans la langue d'origine. Quand les chrétiens sont venus, ils sont aussi venus avec que voilà, la religion s'appuie sur la langue et les cultures locales. Ils parlent donc d'inculturation. En tout cas, chacun est venu avec son approche des langues et là, on a commencé en tout cas à politiser et à créer en tout cas une certaine idéologie des langues qui aujourd'hui est reflétée dans les identités nationales que nous avons en termes de langue et culture. Maintenant, il y a eu l'avènement de la colonisation qui est aussi venu avec son approche linguistique et culturelle et qui voudrait en fait que les langues africaines soient traitées d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, tous ces éléments ont contribué à l'état où nous sommes aujourd'hui. Donc, au fait qu'on a aujourd'hui des pays avec des centaines de langues, mais qui s'identifient au niveau international comme des pays francophones, comme des pays lusophones ou comme des pays anglophones, montrant un peu l'idéologie, en tout cas, qu'on ne déclare pas, mais qui en réalité se voit à travers donc la lecture entre les lignes. On peut aller à la diapositive. Maintenant, la colonisation, après avoir expérimenté cette façon de façonner les sociétés africaines, comment est-ce que nous nous sommes repris? Parce qu'on a parlé d'indépendance. L'indépendance voudrait dire que nous sommes devenus maîtres de notre propre administration, de nos politiques. Donc, comment est-ce qu'on s'est vraiment approprié de tout ce qu'on a hérité donc, de cette colonisation? Il y a eu jusque-là différentes approches donc, de la question des langues. Premièrement, dans les années 60, tous les pays africains, en tout cas à l'exception des pays anglophones qui ont essayé autrement, mais en tout cas tous les pays africains avaient adopté l'idéologie dominante des langues que les colons avaient instituée. Ça veut dire quoi? Ils avaient maintenu l'institution publique ou en tout cas les espaces politiques sont des espaces purement dédiés à la langue française ou à la langue qu'on a héritée du colon. Donc, cette perception, enfin, à mon avis, hein, c'est en réalité ce que Fanon avait appelé une sorte de duplication ou une sorte d'inconscience institutionnalisée. On a développé inconsciemment cette compréhension que nos langues sont inférieures aux langues du colon. On a développé cette perception que nos langues ne sont pas scientifiquement aptes. On a développé cette conception que si on faisait émerger nos langues dans les années 1960, ça serait un recul. Et je pense qu'en littérature, il y a eu un très grand débat dans les années 60 sur qu'est-ce que la littérature africaine. Et donc, à son temps, certains avaient défini que la littérature africaine serait celle produite en langue nationale, en langue africaine. D'autres avaient dit non, la littérature peut s'exprimer dans toutes les langues et on a abouti à des formulations du genre littérature d'expression française, littérature d'expression anglaise. Et quand les littéraires se rencontrent, vous ne verrez aucun griot qui est aussi un littéraire, vous ne verrez aucun cantateur qui est aussi un littéraire, vous ne voyez aucun vieux
qui est capable en tout cas de faire de la création littéraire parmi ces intellectuels qui se retrouvent pour parler de littérature africaine. Pour dire que idéologiquement, on avait mis la langue au-dessus de la compétence. C'est-à-dire tu peux être le meilleur griot, mais quand on rassemble ceux qui en fait peuvent parler d'histoire ou qui font de la littéraire, on ne parlera jamais que vous. Mais si par exemple un enfant d'école primaire vient vous écouter et fait la transcription de ce que vous avez dit en français, cet enfant devient auteur et il devient donc voilà, un littéraire qu'on peut compter parmi les littéraires. Mais toi qui as donné les idées à Évé, qui a donné les idées en Ashanti, tu demeures donc un ignorant, un analphabète, même si tu utilises de l'alphabet dans ta langue maternelle. Alors, donc progressivement, dans les années 1970 en allant, il y a eu pas même 70, dans les années 65, par exemple pour le cas du Burkina, on a eu des efforts de faire en fait valoriser les langues nationales, donc d'idéologie dominante, et ça affecte en fait la façon dont on se voit et la façon dont on se projette. Donc toutes les initiatives pour une justice linguistique après les indépendances ont toujours confronté à la manière dont les gens se positionnent idéologiquement. Donc, il y a eu des approches, mais la plupart du temps, je reviendrai sur ça au niveau donc, de la deuxième intervention. Mais en fait, les différentes réformes ont utilisé des méthodes multilingues. Ils ont utilisé des méthodes multilingues, mais pas forcément des méthodes plurilingues. Et c'est ce que je vais peut-être clarifier dans la diapositive suivante. Alors, donc, ici, c'est un peu pour revenir, donner un peu de contexte à la diapositive précédente. Ça veut dire l'hésitation à faire émerger les langues africaines. Généralement, ça s'explique par notre croyance aveugle que les langues européennes sont un passeport pour le monde. Et quand moi j'enseignais, et je n'accuse pas de... parce que moi-même je l'ai fait, quand j'enseignais l'anglais, la motivation que je donnais à mes enfants, c'est ok, si vous maîtrisez l'anglais, vous allez voyager partout, c'est la langue des affaires. Enfin, ce que j'avais reçu de mes enseignants et c'est ce que je répétais à mes élèves. Donc, on a conçu le français, l'anglais et les langues européennes comme en fait des langues des affaires, des langues qui vont faire voyager, des langues d'opportunité, même si on ne le dit pas, au contraire, s'appliquait sur nos langues. Donc, du coup, cette perception a été maintenue à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on peut être un politicien chevronné, mais on a toujours cette idéologie dominante des langues derrière la tête qui affecte en fait comment est-ce que nous formulons les questions linguistiques et comment est-ce que nous retournons vers nos langues nationales. Donc, pour pouvoir vraiment arriver à déconstruire cette façon de voir, ou en tout cas à déconstruire ce paradigme, je pense que des discussions de ce genre-là sont vraiment la bienvenue. C'est pour cette raison, je pense que les différentes interventions vont vous donner vraiment des matières à réflexion. Et donc, pour ce faire, par exemple, je pense qu'il y a lieu que au niveau politique, on ait beaucoup, en tout cas, d'ouverture et qu'on accepte que notre façon de parler des langues n'est pas quelque chose d'anodin. Nous avons subi un phénomène de construction consciente de nos identités linguistiques, et pour pouvoir donc déconstruire ça, nous devons aussi engager des approches conscientes où on sait que ça va faire mal quelque part, mais on est prêt en tout cas à subir le mal qu'il faut pour pouvoir se reconstruire, parce qu'il n'y a aucune transformation enfin, d'une nature. Quand vous prenez n'importe quel objet et que vous voulez le transformer en une autre nature, il faut impérativement détruire quelque chose. Si je prends un bois et je veux le transformer en chaise, il faut impérativement que je détruise ce bois pour pouvoir faire sortir donc du bois quelque chose de nouveau. Et c'est cette épreuve-là que la plupart des Africains, on ne souhaite pas. Et donc, on navigue entre les concepts, mais sans vraiment évoluer en termes donc, de réalité pratique. Et quels sont les concepts dans lesquels on navigue? On peut aller donc à la diapositive suivante. Alors, quand je lis, par exemple, les différents textes de politique dans les pays africains, je vois beaucoup plus de navigation dans le monolinguisme et dans le bilinguisme. Navigation théorique, mais dans la pratique, vraiment, ça ne se traduit pas en quelque chose de concret.
Et quand on dit monolinguisme ici, c'est quoi? C'est voilà, telle langue est la langue officielle. Si par exemple aujourd'hui, le Burkina Faso décide que le moré est la langue officielle et que voilà, tous les documents du centre jusqu'au village le plus reculé se produisent uniquement en moré, on est tombé dans un monolinguisme qui n'est pas différent du monolinguisme français qu'on a aujourd'hui. Ensuite, il y a ceux qui progressent vers le bilinguisme institutionnel, qui veut dire qu'on décide deux langues, comme par exemple langue officielle ou langue dans laquelle on produit les documents administratifs, mais on spécifie l'espace d'utilisation de ces langues-là. Ça veut dire, et elles sont, par exemple, un exemple, c'est à l'école, hein, on a par exemple des écoles beaucoup plus multilingues, puisqu'on a l'anglais qui est enseigné, on a l'allemand, on a le français, mais il y a un temps spécifique pour chaque langue. Et donc, quand le professeur de français rentre, il ne dit pas d'anglais. Quand le professeur d'anglais rentre, il ne dit pas de français. Quand le professeur d'allemand rentre, il ne dit pas de français et d'anglais. Donc, il y a plusieurs langues dans l'espace, mais chaque langue a un temps d'utilisation et un espace d'utilisation. C'est du bilinguisme ou en tout cas une autre façon de voir le multilinguisme. Maintenant, il y a le multilinguisme qui est que voilà, vous êtes tous ensemble dans l'espace, c'est comme je viens de l'expliquer, mais vous n'êtes pas ensemble. On est ensemble, mais on n'est pas la même chose. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée de multilingue. Mais ce qu'on veut maintenant en Afrique, c'est vraiment du plurilinguisme, où je ne serai pas gêné de commencer à vous parler du Dagara, où je ne serai pas gêné. Si, par exemple, j'ai des difficultés à exprimer des idées, je ne serai pas gêné, en tout cas, de recourir au Dagara si ça peut m'aider à mieux revenir vous expliquer l'idée que je puisse le faire. Et c'est ça que nous n'avons pas encore abouti. Voilà, la plupart de nos initiatives, c'est dans le bilinguisme institutionnel ou le multilinguisme institutionnel, mais on n'a pas encore abouti au plurilinguisme. Et je pense que les interventions pourraient donner des stratégies sur comment est-ce qu'on peut progresser vers c'est-à-dire chacun de ces deux.